Voilà, mais on est essentiellement herbivore. D'ailleurs, on peut être en très bonne santé en se passant de produits animaux. Alors qu'on fasse le choix ou pas d'en manger, c'est un choix personnel. Tu vois, mais il faut informer les gens en leur disant il ne faut pas avoir peur, vous ne serez pas en carence si vous arrêtez de manger de la viande à tous les repas, ou du jambon, ou boire du lait. C'est ce qu'on essaie de leur faire croire, hein. Vous ne buvez pas de lait, vous n'aurez plus de calcium, vous n'aurez plus de vitamines, etc. Non, mais écoute, je suis loin d'être le seul à le dire. D'accord, tu as des gens comme Henri Joyeux aussi, qui est un grand spécialiste, un cancérologue, qui alerte au niveau du lait. Et voilà, c'est quelqu'un dont c'est le métier, il est légitime en la matière. Donc voilà, on peut mettre ma parole en doute, mais on peut faire des recherches et on verra que la dangerosité du lait, voilà, fait partie du discours de beaucoup de spécialistes aujourd'hui. Alors justement, là, on nous demande, on nous dit que même les huîtres sont contaminées, 1 sur 2 sont interdites à la consommation. C'est qu'il y avait eu un problème à un moment donné, c'est vrai, avec les huîtres. Les fruits de mer, tout ça, ça aussi, c'est... Écoute, moi j'aime bien les fruits de mer. Bah ouais, mais on aime beaucoup. Mais franchement, j'ai de plus en plus peur aujourd'hui d'en manger. Ouais, sincèrement. J'ai des amis pêcheurs, je vois des amis plongeurs aussi, ils me disent la mer elle est extrêmement polluée. Tu vois, tu as surtout les déchets, tout ce qui est, je te parlais de la baie de Marseille, là, qui rejette en fait les eaux usées. Donc ils sont traités, évidemment, mais on a vu qu'il y a quand même des perturbateurs endocriniens qui vont aujourd'hui dans la mer. Donc ça affecte les poissons, donc ça va nous affecter nous, irrémédiablement, tu vois. Donc voilà, je suis de plus en plus attentif à ça. Mais par contre, j'aime ça, j'adore les huîtres. Quand je vais voir mes amis en Bretagne, à Dinard, tout ça, à Fouinard, j'adore manger des bonnes huîtres, tu vois. Mais voilà, ça reste quand même, ça reste plus dangereux que de manger des végétaux de ton paysan. On sait où ça a poussé, etc. Voilà. Ouais, je voyais la spiruline aussi. La spiruline, c'est bon. Alors tu sais que la spiruline, il y a beaucoup de production locale au niveau de la spiruline. Ouais. C'est quoi la spiruline? C'est une algue. C'est une algue verte. Voilà, c'est l'espèce d'algue verte. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'exploitation de spiruline biologique. La spiruline a beaucoup de vertus, notamment celle de retenir les métaux lourds, de reconstituer au niveau moléculaire aussi, par exemple les cœurs qui se nécrosent, etc. C'est très bon au niveau de la reconstitution, de la régénérescence du corps. Donc on peut en manger soit un petit cachet. Moi j'adore ça, c'est un goût très iodé, c'est un goût de l'algue. Moi je me fais des smoothies avec. Écoute, le smoothie il est puissant parce que alors, déjà si tu entends une goutte par terre, tu es mort, il faut que tu frottes de suite parce que c'est une couleur verte très prononcée. Et moi je me fais des smoothies avec de la poudre de spiruline. Bon, je ne conseille pas aux gens parce que c'est vrai que c'est très spécial, mais il y a des cachets aussi de spiruline compactés qu'on peut juste avaler, il faut à peu près 10 grammes par jour. Et on peut se faire de temps en temps de bonnes cures, surtout qu'il y a des producteurs locaux en France qui produisent de la spiruline. Et ça par contre, tu vois, c'est pas, si tu veux, c'est pas dans le mode alimentaire, c'est réellement une plante qui guérit. Tu vois, donc voilà, c'est vrai que la spiruline, c'est peut-être, c'est pas occidental comme. C'est quoi, c'est japonais la spiruline Ouais, je pense que ça vient d'Asie, ouais, tout à fait. Ils consomment beaucoup d'algues en Asie. Apparemment, ouais. Parce que dans la culture asiatique, d'une façon générale, mais ils apportent, je trouve, dans leur cuisine, une espèce de dimension sanitaire. C'est-à-dire que la cuisine, c'est aussi quelque chose qui doit être bon pour la santé, quoi. Pas seulement bon. Ça devrait l'être pour nous aussi. Ça devrait l'être pour nous aussi. Parce que je trouve une cuisine plus épicurienne quand même de base. Oui, mais riche, tu vois, je regardais des magazines des années, c'était pas très vieux, des années 70. Où tu vois les poulets basquaises, les bœufs bourguignons, tu vois des repas, putain, c'est gras, etc. Et puis ils étaient pas malades, nos parents, tu vois, où ils commençaient à avoir des maladies cardiovasculaires, quand même un petit peu, mais ils buvaient, etc. Mais il n'y avait pas toutes ces molécules chimiques, la viande n'était pas élevée de façon industrielle. Tu vois, les produits, réellement aujourd'hui, les produits sont très différents de ceux des années 60-70. Il faut bien qu'on le comprenne, quoi. Même les produits naturels, là, que ce soit la viande, tout à fait. La viande, les légumes, les fruits, tout ça est contaminé aujourd'hui. Donc finalement, en plus, c'est très récent sur l'histoire de c'est les 50 dernières années.
Tu sais, c'est les années après-guerre, c'est la Révolution verte, ça a commencé dans les années 50, 60. C'est Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture sous le général de Gaulle, qui a démembré les terres en Bretagne, qui a voulu faire de la Bretagne une usine à viande. Et aujourd'hui, quand tu l'écoutes, c'est un vieux monsieur qui a plus de 90 ans, il regrette amèrement sa décision. Il ne pensait pas, comme il dit à demi-mot, que les industriels allaient aller aussi loin. Regarde la Bretagne, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est extrêmement pollué. Voilà, ils ont extrêmement pollué. Les nappes phréatiques à cause de l'élevage, avec les porcs, c'est ça. Ouais. Ils ont pourri les sols, apparemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le lisier de porc, etc., tu vois, puisque c'est fait sur Caliboti, donc après, il y a les bassins de décantation. Tu vois, ça pue après ça, donc je crois que c'est plein d'azote, on va en épandre sur tous les champs, etc., on va les récupérer, ça pollue les nappes phréatiques. Ça fait les algues bleues, je crois qu'ils ils sont débordés. En Bretagne. C'est quand même, on est en train de saccager une région qui est tellement belle. Alors, il y a un gros mouvement de rébellion en Bretagne par rapport à ça. Oui. Parce que la Bretagne, en fait, en plus, tout a été misé là-dessus. C'est-à-dire l'économie, elle a été quand même très axée sur cette production d'élevage industriel. Ben oui, c'est toujours du joie dans un but économique. Ça n'a jamais été dans un but, on va bien nourrir le peuple français. On va prendre soin de vous. On veut que vous viviez longtemps, parce qu'on veut vous payer les retraites aussi pendant longtemps. Et puis on ne veut pas que vous consommiez trop de cachets, parce que ça nourrit l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, il y a des intérêts financiers en jeu, il ne faut pas se leurrer. Après, on ne peut pas se battre aussi contre des montagnes. On peut prendre des décisions simples pour soi-même. Et je pense que les industriels auront l'intelligence de se repositionner. Je veux rester optimiste par rapport à ça. Parce que soit ils n'en ont pas conscience, ou ils en ont commencé à avoir un petit peu conscience, même s'il y a des enjeux financiers, on doit prendre le taureau par les cornes. Alors ça peut être des décisions politiques, j'y crois guère, mais bon, je veux garder espoir dans nos politiques. Mais aujourd'hui, je pense que les industriels auront l'intelligence. Regarde le McDo, par exemple. Je ne sais pas si tu avais connu cette époque-là. Il y a eu une grosse controverse au niveau du McDo, où on a dit qu'il n'y avait pas assez de légumes, etc. Moi, j'ai toujours des hamburgers, donc ils ont mis les salades. Oui. Aujourd'hui, il peut y avoir, je crois, des hamburgers végétariens, tu vois. Donc ils surfent sur ces tendances, ces gens-là. Donc voilà, c'est sûr, du jour au lendemain, McDo ne va pas fermer ses portes. Il y a 1600 McDo en France, tu vois. Mais par contre, voilà, ils peuvent sentir, si tu veux, qu'il y a un marché, et puis faire un effort. Et puis peut-être pousser les agriculteurs à cultiver de façon biologique. Il y a une forte demande au niveau du biologique. Tu sais qu'on en importe quasiment 40%. Tu vois, on ne produit pas assez de biologique. Donc voilà, poussons les jeunes. On a du chômage aujourd'hui en France. Pourquoi on ne peut pas revaloriser le statut de paysan? Moi je trouve que paysan c'est un joli mot. Paysan, tu sais que les paysans nous font vivre. Si jamais il y a un effondrement économique, je t'assure, il vaut mieux être copain avec un paysan. Plutôt qu'un toubib ou un banquier, tu vois. Ah ben le banquier ça sert à rien. Non, il ne servira plus à rien ici. Mais voilà, il faut vraiment aider ces gens-là parce que j'ai travaillé un petit peu à leur côté, notamment au Québec. C'est un métier qui est très dur, que je ne pourrais pas faire. Et c'est des gens qui n'ont pas l'aspect vénal, tu vois, de leur profession. Ils ont vraiment l'amour de leur terre. Ils travaillent très dur. Quasiment, ils ont pas de vacances. Tu sais, même quand tu élèves ou que tu as des bêtes, tu peux prendre de vacances. Donc la vache, il faut que tu les traies, ok. Mais les cultivateurs et les paysans, il faut vraiment déjà les rencontrer, tu vois, leur parler. Et puis c'est une profession qu'on doit vraiment revaloriser. Vraiment, surtout en France. Tu vois, on doit montrer l'exemple. La France, c'est... Oui, c'était une tradition. C'est les valeurs de la France, c'est ça. C'est les valeurs du terroir, la France. C'est pas des valeurs américaines, Coca-Cola, KFC, Wonderwa, etc. Donc, non, mais c'est les valeurs de la France, c'est vraiment les valeurs du patrimoine. C'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine culinaire. Regarde toutes les recettes qu'il y a dans tous les départements. Mais c'est énorme, la France. Tu regardes la carte des spécialités, c'est un bonheur. Mais tu sais qu'il y a moi j'ai des Québécois qui rêvent de venir en France et d'autres qui viennent. Surtout pour la bouffe. Non, mais ça ne m'étonne pas. Et en plus, on a des régions extraordinaires. Tu fais 200 km, tu changes de décor. Quand je suis au Québec, aux États-Unis, je fais 1000 km, je vois toujours le décor. Donc voilà, ça il faut aussi apprécier. Il y a la mer, la montagne, il y a voilà, je pense qu'il a encore temps, comme j'ai dit dans le livre, il a encore temps d'en réchapper. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, Parce que c'est vrai qu'on a un patrimoine incroyable.
et qui est en train de... On a l'impression que tout fout le camp, puisque on autorise de plus en plus, j'ai l'impression, l'industrie alimentaire, en fait, a un peu tout s'autoriser, puisque même dans les produits bio, l'Union européenne a autorisé une part maintenant d'additifs quoi, qui n'étaient pas prévus. Ils ont dit oui, mais c'est pas grave, ils peuvent aller jusqu'à je sais plus combien de pourcents et ça reste. Alors c'est Christine Lagarde qui a fait passer cette loi au niveau des OGM. Exactement. Et ça, je la cite quelquefois en conférence. Elle est passée juste un mois au ministère de l'Agriculture, c'est sous Sarkozy, de mai 2007 à juin 2007, juste un mois. C'est quoi, un problème d'orientation? Le ministère ne me plaisait pas. Donc. Bon, elle est passée, moi, si tu veux, dans ce ministère, elle a fait passer quand même une loi qui autorise 0,9% d'OGM à être dans les produits labellisés AB, donc biologiques, sans obligation d'étiquetage. Voilà. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi cette loi? Et quand tu fouilles dans le passé de Christine Lagarde, ben elle a travaillé dans le privé, bon, comme beaucoup de politiques, tout ça, mais elle a travaillé quand même pour un cabinet d'avocats aux États-Unis, dont le principal client était Monsanto. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Je pose juste des questions. Elle est très liée aux intérêts américains, hein, parce que c'est avec le FMI, la McKinsey, voilà, et elle était, je crois, l'avocat était de Lockheed Martin, de Monsanto, enfin toute l'industrie américaine. Voilà, Roselyne Bachelot avec l'industrie pharmaceutique. La pharmaceutique, il y a de gros conflits d'intérêts. Voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, il faut montrer patte blanche, hein, lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, notamment au niveau de la mise sur le marché, tu sais, des aliments. En fait, les agences sanitaires gouvernementales, celles qui doivent protéger en fait notre santé, hein, qui doivent donner un numéro d'agrément de mise sur le marché. Je pensais en fait, moi, c'était ces agences-là qui faisaient les études. Voilà, je veux commercialiser ça, donc c'est l'agence qui va faire le test pour savoir si c'est bon pour notre santé ou pas. Non, c'est l'industriel qui va fournir la preuve que voilà, ça c'est bon pour ta santé. Donc qu'est-ce qu'il fait l'industriel? Donc il a beaucoup d'argent, il va se payer un labo, il va se payer des chercheurs. Et là j'ai appris, et avec le professeur Martin qui me l'a confirmé, qu'une très grande partie des chercheurs aujourd'hui travaillent pour le privé. Ils sont financés par le privé. Mon père me disait, on ne mord pas la main qui te nourrit. Donc, quel est le crédit de ces gens-là, tu vois? Quand c'est un laboratoire privé ou un industriel qui te dit, voilà, il faudrait mettre ça sur le marché, vous vous débrouillez de faire des études pour prouver l'innocuité de cet aliment, de cette molécule. Donc ça, c'est une très grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des aliments qui sont sécures. Non. Alors, en plus, c'est à tous les niveaux, parce que même au niveau européen, ça fonctionne comme ça, les FAD. Ouais, en plus, il y a des conflits d'intérêts. Il y avait Banati, je crois, qui était responsable en fait de l'agence de sécurité des aliments européenne, qui avait des conflits d'intérêts majeurs avec les industriels. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont obligés de déclarer leurs conflits d'intérêts. Voilà. Puis aussi, tu vois, j'ai un petit coup de gueule à passer aussi, tu vois, par exemple, avec les nutritionnistes qui travaillent pour la télévision. Voilà, ils sont financés par des marques, ils sont financés par Yoplait, Candia, ils interviennent sur des colloques, et puis ils vont nous dire non, mais le lait c'est bon pour votre santé, notamment un qui s'appelle Cohen, je crois, et qui a dit que les enfants qui étaient végétaliens, ils allaient être petits et bêtes. Tu vois, ils allaient être en carence. Donc moi je connais des parents végétaliens, et les petits, non, je suis désolé, Cohen. Ils sont pas petits et bêtes. Non, il faut pas faire peur aux gens, tu vois, par rapport à ça. Qu'on ne soit pas d'accord. Je le comprends, mais que tu ne donnes pas des informations comme ça. Pourquoi ces gens-là aujourd'hui, ils ont la parole? Quel est le crédit d'une personne comme ça? Par rapport par exemple au professeur Henri Joyeux, qui dit exactement le contraire. Ouais, c'est les lobbies pour lesquels ils travaillent, quoi. Ouais. Bah c'est après la problématique des médias. Vous êtes un média sans publicité, voilà, vous vivez par le don aussi des métanotes, etc. Et donc vous êtes indépendant. Tout comme moi je suis indépendant. Tu vois, mais les chaînes de télé aujourd'hui sont financées par la publicité. Le gros de la publicité, c'est quand même l'agroalimentaire. Bien sûr. Là aussi, j'accuse personne, mais je pose des questions. Tu vois, pour dire aux gens, voilà, réfléchissez aujourd'hui, regardez à qui appartiennent les médias. Et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Souvent, il y a des reportages qui sont très bien. Il y a des informations peut-être qui sont aussi très bien. Mais aujourd'hui, on se source quand même principalement au niveau de l'information sur Internet. Quand on regarde la télé pour se divertir, c'est une chose, pas trop, ok. Prendre du temps plutôt pour faire la cuisine. Mais
Et bien pour s'informer surtout, pour s'informer. La télé aurait dû être un merveilleux, si tu veux, média de formation, tu vois, de diffusion culturelle, et on a vu que c'était un formidable en fait, outil de propagande et de lobotomisation. Ah bah c'est pour ça qu'on a ouvert notre chaîne, justement, pour contrer cette propagande, parce que c'est clair que sur on va dire, sur les médias généralistes, c'est une espèce de logique, effectivement. Toute la publicité, tous les revenus viennent de l'agroalimentaire, donc on va pas se les mettre trop à dos. On fait des petits reportages de temps en temps, mais on n'en parle pas, c'est pas un problème de fond, alors que c'est pas énorme comme problème. C'est pas... Oui, mais je te dis, il y a des émissions, là, il y avait Complément d'enquête la semaine dernière, sur 3 reportages, il y en avait 2 qui étaient vraiment... enfin pas bidonnés, mais c'était sur l'orthopraxie, tu vois, ils vont prendre une fille, en plus ils prennent pas une française, ils vont la trouver à Genève, en Suisse, tu vois. Bon, la fille, tu vois qu'elle a réellement un problème avec son alimentation. Tu prends des cas extrêmes pour mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Et à côté de ça, tu vas faire un reportage sur l'antibiorésistance, qui est un très bon reportage, qui met vraiment en alerte les gens sur le problématique des antibiotiques qu'on mange en fait dans notre viande. Et à la fin du reportage, tu montres un petit qui a 5 ans, qui se retrouve tétraplégique, à être noué avec la seringue et tout, suite à avoir mangé un steak haché. Et il s'est chopé une bactérie dans le steak haché qui l'a rendu comme ça tétraplégique. Et là tu te dis, wow, ça passe à France 2 ça, wow. Donc on nous montre des choses. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut... C'est vrai. Même sur Canal, il y avait un reportage sur la viande clonée qui était pas mal du tout. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je suis très, si tu veux, je suis très réservé par rapport à ce type de documentaire, parce qu'on nous montre des choses. Tu vois, il y a eu un documentaire aussi sur Coca-Cola, il y a un documentaire de plus en plus sur la viande. Sur France 2, la formule secrète. Ah bah il paraît que Coca-Cola, ils ont piqué une crise à France 2, ils voulaient retirer toute leur pub et tout, ils étaient fâchés. C'est passé, tu vois, est-ce que ça a diminué fortement voilà. Moi je me souviens à l'époque du boycott du veau, on s'est aperçu que c'était du veau aux hormones, tu vois. Il y a eu un très gros boycott de la population française, des consommateurs français, et ça a fait chuter énormément la production de veau, et là ils ont pris les décisions adéquates en enlevant tout ce qui était hormones pour le veau. Donc le boycott est une arme qui est très importante. Ouais, parce que même au niveau de la vache folle, il y a eu l'effondrement des ventes de la viande quand même dans les années 90. Tout à fait. Et il paraît que le secteur, c'est vachement quand même, ils ont essayé de changer un peu les trucs et tout. Mais ça a augmenté parce que la viande coûte très cher. Le prix de la viande, il n'a pas baissé, il a augmenté, j'ai envie de dire. J'ai pas trop spécialisé. Toi, t'as pas suivi. Bon, ben, ça coûte. Je suis plus trop spécialiste de la viande. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors, on nous demandait, voilà, ça c'est Alasso, il dit, est-ce que tu connais le réseau international Citaslo ? Et est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça ne marche pas en France alors qu'en Italie, d'où c'est originaire, ça rassemble des dizaines de villes. Écoute, je sais pas ce que c'est. Citaslo. Non, Citaslo, je me renseignerai. D'accord. Ouais, c'est un réseau apparemment. Bon, bah, Alasso. On nous demande aussi, je crois que c'était Chalas, pour un végétalien et qui est sportif. Qu'est-ce que tu lui conseilles de manger pour un grand sportif? C'est un grand sportif. Écoute, j'ai rencontré pas mal de sportifs justement qui sont végétariens, végétaliens, crudivores également. Donc oui, c'est possible de trouver son énergie essentiellement dans les végétaux. Je t'avoue que c'est pas simple, voilà. C'est pas simple. Il faut être quand même bien documenté, il faut bien se nourrir de façon, je dirais, très différente. Il faut consommer pas mal de noix aussi, consommer aussi en quantité, parce que lorsqu'on a un gros besoin d'énergie, en fait, il faut manger de grosses quantités, notamment de végétaux, de fruits, et ça peut poser un problème, parce que ça revient aussi peut-être pas mal cher. Tu vois, donc je suis pas spécialiste en fait dans cette alimentation végétalienne, mais je sais que sur internet tu peux trouver pas mal d'exemples aujourd'hui, et tu as des coachs sportifs avec qui je travaille régulièrement, dont un coach qui s'appelle Mario Bracco, qui est sur Chambéry et qui se positionne, je dirais, spécialiste des compléments comme ça, ou d'une nourriture saine. D'ailleurs, il appelle pas ça des compléments alimentaires, il appelle ça des aliments complémentaires. Donc Mario, cette phrase je te la pique. Donc c'est des aliments complémentaires, tu vois. Donc voilà, il y a le pollen, tu vois, qui est extraordinaire aussi au niveau. Tu as le pollen, tu as donc tout ce qui est à base de miel. Donc il ne faut pas avoir peur aussi de consommer des huiles, parce que les huiles ça fournit aussi beaucoup d'énergie. Tu protèges tes muscles aussi en consommant des protéines végétales. Il y a aujourd'hui des compléments, tu sais, des compléments protéines qu'utilisent pas mal de sportifs, notamment dans le monde
de la fonte, etc. pour faire du muscle. C'est à base de lait, tu vois, donc des protéines de whey, protéines de petits laits. Donc on a les mêmes types de protéines aujourd'hui à base de riz germé, de pois germés, avec le même aminogramme, c'est-à-dire il y a tous les acides aminés essentiels qui sont bien répartis. Et donc ça donne des compléments aussi aux personnes qui font du sport comme ça, mais qui ont plus besoin de protéines que les autres. Donc c'est vraiment au niveau des ressources végétales, aujourd'hui, on a beaucoup d'alternatives, tu vois, notamment en France. Ouais. Non mais donc il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On n'est pas tenu, parce que c'est un peu ça le truc, c'est que des fois on se dit, bon bah... Mais on a peur aussi d'essayer, tu vois, on a peur d'essayer, et puis moi je me trouvais dans la même... situation que la personne qui me pose la question. Parce que du jour au lendemain, lorsque j'ai commencé ces enquêtes, j'ai eu un refus, mon corps a refusé, si tu veux, de manger de la viande. Et moi qui étais un mangeur régulier, je dirais, de protéines animales, ben, je t'avoue que j'ai un petit peu flippé, quoi. Je me dis, mais comment je vais faire déjà au niveau du sport, je vais être fatigué, etc. Et ça a été exactement le contraire. Là, j'ai eu un peu une révélation. Je me dis, wow, attends, c'est possible. Donc, tu vas te documenter, tu recherches des informations aujourd'hui qui sont de plus en plus disponibles, et puis tu essayes sur toi-même. Il faut essayer sur soi. Il faut ne pas avoir de préjugés. Tu vois, on risque rien. Tu vois, essayer le jeûne aussi. Le jeûne, c'est fantastique. Le jeûne, un petit jeûne de 3 jours. Ah, d'accord. Est-ce que tu as essayé déjà de faire un jeûne? Par exemple, d'arrêter ton alimentation. Tu te prends 2 jours au calme, chez toi, pas de stimuli extérieurs, et tu manges pas du matin au soir, tu ne consommes que de l'eau. Voilà, pendant 2 jours, tu vas épurer ton corps, tu vas activer la régénération de ton corps. Parce que ton corps, lorsqu'il est en privation, si tu veux, il va activer ses ressources intérieures. Donc tu vas le purifier et tu vas déjà te nettoyer. Parce que tu sais, notre corps, c'est comme un filtre. Tu es d'accord avec moi, on mange des aliments, les filtres, je t'ai expliqué les perturbateurs endocriniens qui restent dans les molécules graisseuses, etc. Mais on a des intestins qui sont constamment chargés, on a le gluten qui colle aux parois, etc. Donc tu fais 2, voire 3 jours de jeûne, tu risques rien. Hein. Et tu te nettoies. Donc le premier jour, je t'avoue, c'est un peu dur, tu vois, tu te couches un peu avec la faim au ventre. Mais tu vas dormir super bien. Ouais. Le lendemain matin, tu te dis, bah tiens, tu n'es pas fatigué. Après, la faim, elle part un petit peu, il faut vraiment beaucoup boire. Hein. Et puis alors, tu te décontractes, tu écoutes de la musique, ou tu lis un petit peu, tu essaies de ne pas faire trop de choses, si tu veux, au niveau intellectuel. Quoique moi, quand j'ai fait le jeûne, j'ai beaucoup écrit pour le livre, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le cerveau, paf, tu vois, il s'illumine et que toutes tes ressources, en fait, tu les as disponibles pour ton cerveau. Et tu perds aussi, parce que moi, me faire à manger et tout, ça me prend un peu de temps, tu vois. Donc j'ai gagné du temps, je me suis dit, j'ai juste à boire, tu vois. Tu dors super bien, tu te rends compte qu'en fait, tu purifies ton corps. Et après, ben, le plaisir, c'est de recommencer à manger, quoi. En plus, là, et là, tu retrouves le goût des aliments, tu te dis. Et puis que le ramadan, là, si tu manges pas du tout. Non, du tout. Ouais, mais si tu fais que ça 2 jours, ça va. Quoi. 2 jours. Voilà, 3 jours. Ma femme l'a fait 3 jours, tu vois. Mais tu arrives à faire ça. Et puis là, alors moi, ce qui est fantastique, c'est que j'en ai retiré déjà un bénéfice. J'étais un petit peu fatigué, ça m'a remis sur pied. Quand j'ai recommencé à manger, c'était un bonheur. Un bonheur. Alors on te dit, attention, il faut manger doucement et tout. Bon, j'ai pas trop respecté, tu vois, mais c'est un bonheur, quoi. Réellement. Et puis, c'est quand même extraordinaire parce que c'est là que tu t'imposes le choix de ne pas manger, tu vois. Mais tu sais que tu peux le faire. Tu peux survivre. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'imagine, il t'arrive quelque chose ou quoi, t'as pas accès, t'as pas tes noix, t'as pas tes réserves de bouffe et tout, mais tu sais que tu peux survivre. Et là, je dis aux gens qui sont un peu gras ou qui ont une masse graisseuse un peu importante que le gras, c'est la vie. Parce que là, lorsque tu es en période, si tu veux, de jeûne, tu peux aller au-delà d'un mois, etc. Sans problème, tu vas taper dans tes réserves graisseuses. Parce que le corps, lorsqu'il n'a plus à manger, il va taper dans ses réserves graisseuses. Donc si tu n'as pas beaucoup de gras, tu ne vas pas survivre bien longtemps. Voilà. Bah, ça donne un espoir. C'est un peu encourageant, tu vois. Pour les obèses, il y a une crise, ils seront... Mais j'encourage de tester le jeûne. Je vous assure, c'est vraiment fun, quoi. Après, on peut le faire uniquement avec de la tisane, aussi des herbes, si on ne peut pas manger, boire uniquement de l'eau. Mais s'abstiner de manger, c'est une expérience, réellement. On nous dit que c'est un peu cher, les produits dont vous parlez, que les gens se sentent, ils disent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Les serial killers, par exemple, qui disent ça. Non, c'est faux. Tu peux vraiment t'alimenter de façon biologique, saine. Voilà, j'ai rencontré un jeune à la conférence la semaine dernière, je crois que c'était à Lyon.
il est venu me voir, il était très fier de me dire qu'il dépensait 30 € par semaine, lui et sa compagne. C'était quasiment moins d'1 € par repas, qui s'alimentait local, biologique. J'avais en face de moi un jeune homme athlétique, qui n'était pas en déficience ou en manque, tu vois, qui intellectuellement, il fait une grande école, donc voilà, il est assez, je dirais, intellectuellement performant, et puis voilà, il n'a pas d'énormes moyens, et il peut très bien s'alimenter. Donc c'est une fausse croyance, et il ne faut surtout pas vous enfermer là-dedans. C'est une fausse croyance de se dire « Ah ouais, mais pour manger, bien manger, ça coûte cher ». Non, 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 c'est faux. Ouais. Ça, voilà, il faut sortir de ça aussi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il faut plus chercher, j'ai l'impression, un peu les solutions. Mais on n'a pas besoin aussi de beaucoup manger, tu vois, de manger de trop grosses quantités. Alors, c'est vrai qu'il faut faire, on peut considérer ça comme des sacrifices, parce qu'on est habitué à avoir du plaisir au niveau du goût, à avoir des sucreries, des petites gâteries, etc. etc. Donc c'est vrai que si on a le même mode alimentaire, je le dis clairement dans le livre, si on consomme de la viande à tous les repas, si on veut se faire tout ce qui est gâteau, on peut tout acheter bio. Hein. Par contre là, ça va te coûter 2 à 3 fois plus cher. Hein. Bon, des fois, je vais chez des amis, ils sont tout fiers, tu vois, de me montrer, regardez-moi les placards, la cuisine et tout. Ils me sortent tous les paquets, tu vois, les gâteaux, les plats préparés bio et tout. Je dis, mais tu vois, tout ça, c'est industriel. Oui, c'est bio. Il me dit, ouais, mais c'est bio. Je dis, oui, mais c'est industriel. Moi, quand je te dis bio, c'est qu'il faut que tu retournes au fourneau. Donc, il faut que c'est des aliments non transformés. Donc, la farine, les céréales, les légumes, les fruits, les noix, les huiles, les sucres. Et après, tu fais tes préparations, quoi. Tu fais ta compote avec les fruits, tu veux faire des gâteaux et des recettes de pain d'épices, etc. Donc, tu prépares tes aliments, tu prépares toi. Tu ne vas pas acheter bio. Donc c'est vrai, et là je le rejoins à 200%, si tu veux acheter bio des plats transformés, c'est très cher. Mais si tu veux bien te nourrir en faisant la cuisine, donc ça va te demander plus de temps, mais tu vas dépenser le même budget, le budget que tu vas allouer à une alimentation traditionnelle. Très bien. C'est voilà, un calcul à faire, quoi. Mais ça vaut le coup quand même, quoi, parce que le bénéfice qu'on gagne au niveau santé, c'est pas comparable, quoi. Parce que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Voilà, réellement, je mets pas en garde les gens, je veux pas les décourager non plus. C'est une démarche qui est longue. Il faut l'initier, déjà en prendre conscience. Essayer, tester, voir les réactions qu'on a. Je veux dire, on dort mieux, voilà, on a une meilleure peau, on a de beaux cheveux, on est en santé. Tu vois, souvent on dépense de l'argent aussi, je pense aux jeunes filles chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, tu vois, tout ça. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut se laisser pousser la barbe comme moi ou pas se couper les cheveux et tout, tu vois. Mais voilà, tu peux faire aussi des économies sur pas mal de choses qui ne sont pas vitales. Si ta santé, c'est ta priorité, si la santé de tes enfants, c'est ta priorité, il faut que l'alimentation soit ta priorité. Voilà, c'est essentiel. Donc pour ça, il faut lui accorder plus de temps. Pas forcément plus d'argent, plus de temps. Plus de temps. Plus de temps dans tous les sens du terme, quoi. Plus de temps pour chercher, plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour... Oui. C'est plus le temps qui est difficile à trouver qu'un problème d'argent. Alors on nous demande justement le vin rouge. C'est vrai que je vois plusieurs fois cette question passer sur le vin. Le vin, c'est un concentré de pesticides. Ouais. Voilà, le vin, il ne faut pas se leurrer, même dans les grands vignobles. En fait, le raisin, c'est le fruit avec la pomme et puis je crois que c'est la fraise aussi. C'est un des fruits qui reçoit le plus de traitement de pesticides. Parce que c'est une culture qui est fragile. Donc par contre, aujourd'hui, il y a de plus en plus de vins nature, qu'on appelle le vin biologique, qui se développent. Et donc ça, c'est des vins qui sont excellents. Mais tous les vins qui sont non biologiques, non nature, en fait, sont des concentrés de pesticides. Parce qu'on a reçu comment on appelle ça, un éleveur de vin qu'on connaît très bien, Edouard Claire, on lui passe le producteur de vin. Producteur de vin. Donc un vigneron qui nous a dit, expliqué que c'est vrai que dans sa méthode de travail, il n'avait pas le choix, il était obligé de mettre du cuivre sur le... Ouais, c'était ça, c'était du cuivre pour contrer le mildiou, qui était une plaie apparemment. Je ne sais pas si le cuivre est considéré, peut être absorbé par l'humain ou... C'était du cuivre, je ne sais plus, sulfate de cuivre, je ne sais plus quoi, enfin c'est du cuivre, quoi. Et il disait qu'ils arrosaient, ils étaient obligés d'utiliser ça pour la culture du raisin. Et qu'il n'y avait pas autre chose. C'est-à-dire qu'il disait on n'a rien inventé d'autre. Mais écoute, je ne suis pas un spécialiste des vignobles.
Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que les taux de pesticides dans le vin sont phénoménaux. Alors ce qui est rigolo, c'est que on n'a pas d'études sur les taux de pesticides dans le vin. Tu as lu des études, toi, sur les taux de pesticides dans le vin? J'avais pas trouvé. Tu as lu des études sur le taux de pesticides dans le lait? Non. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas faire des études là-dessus? Parce qu'ils pèsent trop en France. Surtout le vin en France et le lait. C'est possible, on peut les faire, un particulier peut les faire. Parce que le vin en tout cas, l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique en France, a des informations sur le taux de pesticides dans le lait. Ils n'informent pas le public. Non, c'est secret défense. Oui, parce que trop d'enjeux, quoi. Le lait, c'est une espèce de forteresse en France. On ne peut pas s'attaquer au lait, quoi. C'est des grosses compagnies. C'est des grosses compagnies, c'est surtout tous les yogourts et l'habitude qu'on a de prendre un yogourt à la fin du repas. Moi, j'en consomme beaucoup, le fromage blanc, etc. Je suis un très grand consommateur de produits laitiers. Mais voilà, c'est pas pour ça aujourd'hui que je suis en très mauvaise santé, mais à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu prends conscience que ton corps vieillit et devient de plus en plus fragile, donc il est temps de faire un petit peu, je dirais, machine arrière, de le préserver. Mais je voudrais vraiment alerter les parents, tu vois, par rapport aux enfants, parce que les enfants aujourd'hui sont de plus en plus fragiles. Tu le vois, ils sont allergiques à tout, ils sont hyperactifs. Tu vois, les enfants aujourd'hui, c'est quand tu voyages en train, c'est l'enfer, quoi. Tu pries pour être dans un wagon où il n'y a pas d'enfants. Parce que, alors pour les calmer, les parents ils vont acheter des Kinder, les fraises Tagada, tu vois. Et là, tu leur dis, non, c'est pas possible, le sucre, c'est ce qu'elle disait, justement, ça excitait les enfants. Ah oui, mais Corinne, elle va directement leur parler, tu vois. Corinne, elle va leur dire, mais moi, je vais leur arracher le truc. Si leur sortent des fraises Tagada, c'est sûr qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. On nous demande aussi, Scorpion, concernant le jeûne de 2 jours, il faut le faire tous les combien de temps? Écoute, le jeûne non plus, je ne suis pas un spécialiste du jeûne. Écoute, moi je le fais 2 fois par an. Je le fais quand j'en ai besoin, quand le corps me le demande. J'ai pas un retour trop... Voilà, j'ai pas d'antériorité par rapport au jeûne, mais il y a d'excellents documentaires sur les cures à partir du jeûne. Puis il y a le jeûne aussi qui répare et qui soigne, d'accord? Là, je parle juste d'un petit jeûne pour se nettoyer, tu vois. Donc c'est pas risqué, voilà, de bien boire et puis de comme ça se purifier avec de l'eau et se priver de nourriture. Surtout, je te dis, moi, c'est pour reprendre la nourriture. Là, c'est vraiment un bonheur, quoi. Donc vraiment, les religions qui connaissent toutes le jeûne, elles n'étaient pas si loin, elles n'étaient pas dans le fond en tout cas sur ça. C'est parce que dans toutes les religions on retrouve le jeûne. Ouais, il y a le carême et tout. Le carême chez les catholiques, le ramadan, même chez les bouddhistes, c'est une forme de jeûne, etc. On retrouve le jeûne partout. Ouais. Et à chaque fois dans un esprit de purification. Et tu vois, je pense que il n'y a pas tout de mauvais aussi dans les religions. Voilà, il y a des choses à tout stigmatiser, tu vois. Et peut-être, je pense que nos anciens étaient dans le vrai. Voilà, et qu'aujourd'hui on a perdu ces repères et ces valeurs, quoi. Alors justement, voilà, sur le vin, c'est ce qu'on me dit, la bouillie bordelaise est autorisée en bioculture, sulfate de cuivre, voilà, l'alcagide. C'est ce que nous avait dit Édouard Clair, parce qu'il disait qu'il faisait aussi du vin bio, mais que même sur le vin bio, comme il n'y avait pas d'autre, on s'était autorisé. C'est autorisé, mais sur le vin biologique, le sulfate de cuivre, d'accord. Ouais, et ils en mettaient, même lui, il faisait une partie de ça. Après, il faut voir si c'est réellement nocif pour l'humain, mais je sais pas. On vous conseille, tu conseilles quand même le petit verre de vin qu'on me dit, non? Non, écoute, je conseille pas l'alcool. Il y a d'autres choses qui sont bonnes pour le cœur, les polyphénols et tout, mais ça va, quoi. C'est encore un coup de l'industrie alimentaire, cette histoire de boire un verre de vin. Non, on a des très beaux vignobles en France, voilà, et puis je te dis, il y a aussi des vignerons qui font très bien leur boulot. Mais je privilégie vraiment les gens qui font abstraction des produits chimiques. Voilà. Donc le bio, j'y crois. Donc tu as bien compris, c'est pas le bio industriel, hein. C'est le bio donc chez les éleveurs, les cultivateurs, les vignerons, etc. Donc il faut encourager ces gens-là. Et puis tu as une très bonne surprise au niveau des vins. Moi j'en bois quelques fois. Et puis voilà, c'est agréable quand tu sais que tu t'empoisonnes pas trop, quoi, voilà. Puis bon, si on veut boire un bon vin aussi, une belle cuvée, et puis un vin qui n'est pas biologique, ben on peut le boire, ça ne va pas nous tuer, tu vois, je veux te dire, c'est pas... Voilà, par contre, il faut être conscient de ça, il ne faut pas que ça fasse partie de notre quotidien. D'accord, en tout cas, un bon petit verre de vin,
pour ceux qui nous accueilleront dans le Tour de la Résistance, on acceptera le vin, même avec un peu de sulfate de cuivre dessus, bon, on sera obligé. Mais en tout cas, merci Gilles, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, merci infiniment à toi de m'avoir invité. Je sais que tu avais des invités prestigieux qui sont passés avant moi. Donc, pour moi, c'est avec grand plaisir, vraiment, c'était super intéressant. Je pense que les métanotes ont apprécié, ils vont garder tes précieux conseils aussi, tu vois, parce qu'à chaque fois il y a un suivi. Dis-toi là maintenant, avec ton émission, on sait maintenant qu'il y aura un suivi, parce que chaque fois qu'on entendra parler de bio, on pensera à agir. Ouais, et puis j'invite les gens aussi à me rejoindre sur Facebook ou sur mon blog. Et tu as un site aussi, tu peux donner. C'est gileslartigot.com. Et puis donc aujourd'hui il y a pas mal de choses sur Google, donc on peut me retrouver facilement. Et puis c'est vrai que le fait de connaître mes lecteurs, ça m'apporte énormément, parce que il y a un réel échange, tu vois, et je passe beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, je peux encore arriver, si tu veux, à répondre à quasiment tous les messages. Mais et puis je rencontre les gens, je suis en tournée, si tu veux, francophone, donc je vais faire cette année quasiment tous les départements. Je vais même en Suisse, là, au début du mois prochain. Et donc je rencontre les gens sur leur terre, sur le terroir, tu vois. Et ça, c'est beau, parce que les gens se rencontrent. Et je rétablis un petit peu, je dirais à ma façon, modestement, le lien social autour de la nourriture. Je pense que le message en tout cas est passé. Voilà, Gilles revient souvent. Gilles, tu es très prestigieux. Voilà, merci pas Gilles. Voilà, donc c'était un pur plaisir à vous écouter. Il n'y a que voilà, tu vois, tout le monde était enchanté, je crois. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Et voilà, je suis très touché. Et voilà, merci beaucoup à tous les métanotes, à Lasso, Kero, Johnny, Zinzel, Scorpion, Marianne Damas, Camarade Résistante, Tortue Géniale, Rodé Langlois, Samoin, on lui passe le bonjour, RNUI, pareil, puisque maintenant on commence aussi à se connaître. Ah bah oui, on commence à se connaître à Lasso. C'est vrai, encore t'as des pseudos qui sont pas trop pourris, quoi. Non, ça va. Céréales Killer, d'accord. Tueur de céréales, mais pas les bio, il ne tue que des céréales industrielles. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. On se retrouve demain. Demain en plus, comme ça, il y aura le débrief, parce qu'on va demander un débrief par rapport à la semaine dernière. Donc, débrief demain pour tout le monde. Et puis, petit sujet à la clé. Voilà, merci à vous. Merci, il y avait Steph et Thibaut à la régie. Il y a Fred aussi dans les studios. Et je crois que j'avais vu Mikey passer sur le chat. Voilà, on dit bonjour à tout le monde. On se retrouve demain, c'était la Libre Antenne, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie.